La TVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, des cages flottantes mises à la disposition des acteurs piscicoles, un don du gouvernement pour leur permettre d'accroître leur production et pouvoir satisfaire les besoins des populations. Le Togo va disposer très bientôt d'une cartographie de ses infrastructures sociales et économiques. 7 mois pour la collecte de données sur le terrain. Les travaux ont été lancés à Dapaon dans les savanes. L'actualité, c'est aussi la campagne de vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin Johnson & Johnson. Elle se poursuit dans le Grand Lomé. Quelle ambiance dans les centres de santé? Reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement togolais accompagne les acteurs piscicoles avec des cages flottantes, une nouvelle technique pour développer l'élevage de poissons. Cette expérience se fera sur le lac Nangbeto. Le matériel a été mis à la disposition des bénéficiaires par le ministère en charge de l'économie maritime. Sylvia Abdou. De l'élevage en eau profonde sur le lac Nangbeto, un élevage communément appelé élevage de poissons en cage qui consiste à conserver le nombre de poissons déversés dans un espace bien délimité. Une pratique très avantageuse puisque c'est la quantité de poissons déversés qui est récoltée. Les cages là font 400 mètres cubes et sur 400 mètres cubes, on peut récolter 10 tonnes de poissons. Par contre, la même biomasse déposée en étang ne donnerait pas ce résultat. Et surtout, ce qui est bon, c'est de le faire en eau profonde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à Nangbeto ici. Cette technique d'élevage est développée ici il y a environ 2 ans. Aujourd'hui, avec la promotion du secteur halieutique, le gouvernement veut permettre à bien d'autres acteurs de s'inspirer du modèle pour véritablement booster le secteur. Ceci pour dépendre moins de l'extérieur en matière d'importation de poissons. Une vision qui se concrétise à travers cet appui, l'accompagnement des promoteurs en cage flottante déjà installés sur le lac en vue de leur permettre de démarrer l'activité. Le gouvernement et l'État, à travers le chef de l'État, en nous accordant cette assistance en équipement et en aliments et en enlevins, nous permettra de booster notre production et aussi d'accroître non seulement le volume, mais aussi la qualité des poissons que nous apportons sur le marché togolais. Cette aventure sur le lac a donc permis au ministre de l'économie maritime de découvrir les installations et de les remettre officiellement aux bénéficiaires dont l'encadrement va être assuré par l'Optifam. Nous leur avons demandé de se rapprocher de l'OFTI, qui a déjà une expérience, pour qu'il y ait un partage justement d'expériences, de bonnes pratiques, afin qu'ils puissent eux aussi réussir dans l'entreprise qu'ils démarrent aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a mis à côté de nous, pour pouvoir les encadrer et leur montrer les bonnes manières de faire. Sur le site, un autre promoteur qui fait la surgélation du poisson pour sa commercialisation. L'unité a été également visitée par le ministre, histoire d'apprécier les performances et les prouesses opérées. Ce promoteur se réjouit de l'introduction des nouveaux acteurs, une démarche qui va lui permettre de bien satisfaire la demande du marché. Dès aujourd'hui, moi, me réconforte parce que nos investissements vont pouvoir tourner en plein régime pour qu'ensemble, on puisse vraiment couvrir le besoin en produits halieutiques du pays et pour pouvoir peut-être un jour exporter si la demande est couverte localement. La politique du gouvernement, c'est de parvenir à produire au moins 200 000 tonnes de poissons par an et dépendre moins de l'extérieur. Cette dynamique, les acteurs entendent la relever à travers cette nouvelle pratique opérée aujourd'hui. Une cartographie des infrastructures socio-économiques du Togo, c'est pour très bientôt. Cette cartographie sera un outil stratégique de planification pour le développement et l'aménagement des collectivités territoriales. Elle permettra ainsi d'optimiser le déploiement des infrastructures socio-économiques sur le territoire. Gérard Lagoudou nous en dit plus.
Le Togo se dirige résolument vers une nouvelle phase très décisive pour le développement de ses infrastructures et leur répartition. Qu'elles soient sociales ou économiques, ces infrastructures poussent ces dernières années comme des champignons. Et le gouvernement veut les répertorier pour mieux orienter les prochaines réalisations. Pour ce faire, le projet recensement des infrastructures sociales et économiques est officiellement lancé. À la manette, la société Mitio Motu. Cette collecte va se faire de manière très détaillée, c'est-à-dire que nous allons cartographier chaque bâtiment, chaque ligne électrique, chaque route qui a une importance pour la société. Dans le cadre de bâtiments, par exemple scolaires, on ne fera pas que pointer une école, on rentrera dans chaque bâtiment, on rentrera dans chaque salle et on évaluera la capacité des élèves à y étudier. Le recensement, c'est aussi un travail sur images satellitaires à distance. Et c'est aussi un travail numérique puisqu'on développe une plateforme qui permettra de mettre en lumière les données sur des cartes pour le gouvernement de la République togolaise. Lancé ici à Dapan, le projet va couvrir toute l'étendue du territoire national pour une durée d'environ 7 mois. L'occasion pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damram, de relever l'importance de ce recensement en matière de préservation du climat de paix et de stabilité. Les frustrations naissent toujours une situation de manque, de carence. Mon village n'a pas de latrine, le village du préfet a 10 latrines. À quoi bon avoir 10 latrines dans le village du préfet, dans le village à côté, il n'y a pas de latrine. Naturellement, les habitants de ce village où il n'y a pas de latrine se sentiront lésés. Et se sentir lésés, c'est être tenté à la radicalisation. Être tenté à la radicalisation, c'est mettre en cause la paix sociale, mettre en cause le vivre ensemble. Il y a des ONG qui développent des projets, qui choisissent pour créer leurs projets. Le gouvernement veut avoir un œil là-dessus. Avec ce recensement, ça permettra au gouvernement, au président de la République, de savoir qu'est-ce que nous avons dans telle localité, qu'est-ce que nous voulons dans telle localité. Et ça permet d'équilibrer. Et ce que j'ai demandé aux élus locaux, aux chefs traditionnels, c'est de faciliter à la société ce recensement. Ça va dans notre intérêt. À travers la feuille de route 2020-2025, tous les secteurs sont prioritaires pour le gouvernement. Et le présent projet, qui va couvrir 29 ministères pour environ 150 types d'infrastructures, contribuera significativement à l'amélioration de la vie sociale et économique des populations. La coordination du projet est assurée par le ministère en charge du développement des territoires. Face à ces enjeux et au regard des défis à relever pour traduire concrètement la vision du chef de l'État relative à l'édification d'un Togo où les citoyens bénéficient des mêmes chances et des mêmes opportunités pour réaliser leur potentiel et prendre en main leur destin, il urge de répondre résolument aux préoccupations liées à un épanouissement total de nos concitoyens ainsi qu'au développement viable et durable de nos territoires. En plus de sa participation au programme de modernisation, le Togo se met en conformité avec les directives communautaires de l'UEMOA en matière de l'opérationnalisation de l'antenne de l'Observatoire régional d'analyse et de suivi du territoire communautaire de l'espace UEMOA à travers le présent projet. À Sokodé, les membres locaux du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent sont en formation. Ils approfondissent leurs connaissances pour mener à bien la mission qui leur est confiée. Désiré Aloy. L'insécurité, un fléau qui trouble la tranquillité des paisibles populations, la stabilité des États et sape le développement dans son ensemble. Le Togo, par des mesures, travaille à contrer le fléau. Entre autres dispositions, le CIFLEV, Comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, mécanisme souple qui vise le renforcement et l'implication des populations dans cette lutte commune visant spécifiquement la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations. À Sokodé, le ministère en charge de la sécurité forme les formateurs et passe au renforcement des capacités des comités locaux de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans l'objectif de mieux éduquer et sensibiliser les populations. Aujourd'hui, la prévention de l'extrémisme violent est un phénomène évolutif et on doit remettre à jour nos connaissances à la matière. Cette fois-ci, nous revenons, non seulement nous allons parler de tous
des mesures prises par le gouvernement pour prévenir l'extrémisme violent, mais aussi du rôle que doivent jouer les comités locaux, à savoir les comités préfectoraux et cantonaux, dans un mécanisme d'alerte précoce pour faire remonter très rapidement à qui de droit ce qui doit l'être afin que le gouvernement puisse prendre des mesures idoines pour prévenir l'extrémisme violent dans notre pays, pour garantir la paix, la stabilité, la sécurité, gage de tout développement durable. Une mise à jour compte tenu des connaissances avec le soutien de ONUDC sur le phénomène pour le faire entorse. Et pour nous, il est tout à fait judicieux de pouvoir descendre sur le terrain et rencontrer les acteurs locaux, les acteurs des préfectures dans la lutte contre le fléau et de renforcer leurs capacités et de leur donner des outils nécessaires pour les garder mobilisés dans la lutte et dans la prévention contre l'extrémisme violent. Nous sommes confiants. Nous pensons que à la fin de cet atelier de 2 jours, les membres des comités locaux et préfectoraux seront bien outillés pour faire face résolument à leur mission. Prévenir l'extrémisme violent revient à attaquer les causes. Le gouvernement togolais s'attelle beaucoup à assurer la paix, la stabilité et la sécurité aux populations avec comme l'un des moyens d'action la clôture de la bonne collaboration entre les forces de défense, de sécurité et les populations. La lutte contre la pandémie de Covid-19, le Togo bénéficie une fois encore de 200 000 doses de vaccins Sinovac, un don de la République populaire de Chine. Ce lot de vaccins a été réceptionné par le ministère en charge de la Santé. Isaka Aruna, Gerson Dovo. Paraf. Échange de documents. Rapide cérémonial sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé, au pied même de l'appareil. Le Togo entre en possession d'un nouveau lot de vaccins Sinovac, en l'occurrence. C'est le deuxième geste de Pékin envers Lomé en moins de 4 mois. Une expression de l'excellence des relations de coopération entre les deux pays, la Chine et le Togo. Malgré une demande énorme, nous avons mobilisé toutes les ressources pour faire venir au Togo 2 lots de vaccins chinois en 4 mois seulement. Nous voudrions par ce geste afficher notre solidarité et notre accompagnement pour faire face à la propagation du coronavirus. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement togolais pour leur contribution agissante à la concrétisation de ce projet. Nous sommes disposés à travailler ensemble avec les autorités et la population togolaise pour construire une grande muraille d'immunité contre l'épidémie. À l'heure actuelle, tous les efforts mobilisent en faveur de la vaccination contre la pandémie de Covid-19. Ce nouveau lot arrive au bon moment. Depuis quelques semaines, nous avons commencé par administrer ce vaccin aux étudiants de nos 2 universités publiques. Et la Chine, dans le même élan, vient de mettre à notre disposition 200 000 autres doses de vaccins Sinovac qui vont être déployées au profit de nos populations. Notre profonde gratitude que nous tenons à exprimer au peuple et au gouvernement chinois. Et vous savez tous les efforts engagés par le chef de l'État depuis le début de cette maladie. Nous ferons un bon usage de ce vaccin dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. En effet, face à la montée des cas de contamination dans le pays, toutes les voix insistent sur la vaccination, seule chance pour briser la chaîne de contamination. Et pendant ce temps, la campagne de vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin Johnson & Johnson se poursuit dans le Grand Lomé. Une de nos équipes a fait le tour de certains centres de santé. Chose vue et entendue, Elie Agbanyadao. Aïlé, la trentaine, elle est secrétaire de formation. La jeune dame, dans les confidences, a fait part de ses hésitations. Aujourd'hui, face à la menace, elle se décide.
La voici enfin vaccinée à la dose Johnson & Johnson, une prise unique. Je suis venue me vacciner par volonté parce que la santé n'a pas de prix. Je l'ai fait pour ma protection et pour le bien de tous. La maladie, vraiment, ça existe. J'ai une tante à l'extérieur qui a été contaminée, donc c'est ce qui m'a encore encouragée à le faire. Idem pour Diamant, venu se faire vacciner lui aussi. Il y a encore un nouveau variant qui est sorti en Europe, surtout que nous sommes présentement en vacances. Et il y a beaucoup de vacanciers, des touristes qui viennent, donc il faut nécessairement se protéger contre cette maladie. Par rapport à AstraZeneca, où il y avait les réseaux sociaux avec des fausses informations sur les effets secondaires qui ont fait que les gens avaient peur, nous avons remarqué qu'avec Johnson & Johnson, les gens viennent. En moyenne, nous vaccinons 50 personnes en moyenne depuis que nous avons commencé avec Johnson & Johnson. La vaccination, elle est très importante pour que nous puissions atteindre l'immunité collective et envisager à vaincre cette pandémie qui ne cesse de faire peur. On dirait que depuis le lundi, les gens attendent même ce vaccin-là. Et quand c'est venu, étant donné que c'est une seule dose, ils ont vraiment apprécié la venue de ce vaccin-là. Que ce soit au centre de santé de Lomé ou au CMS Kodjoviakopé, nombreux sont les candidats au rendez-vous, tous attirés par le vaccin Johnson & Johnson. Cependant, se laver les mains, porter son masque, observer la distanciation sociale restent les gestes qui sauvent. Le vaccin encore plus. Alors que le nombre de contaminations devient de plus en plus élevé aux États-Unis, les mesures de prévention telles que le port de masques fait objet de résistance auprès des citoyens. Vous allez le voir dans ce reportage. Aux États-Unis, ceux qui ne veulent pas porter de masque dans les avions sont tout simplement mis hors du vol. Des incidents de bagarre entre passagers ou avec les hôtesses à l'intérieur des vols. Des sanctions sont prises. Regardez. Ce sont des vidéos qui choquent l'Amérique, comme celle-ci, filmée par ce passager. Oh, je sens que ça va durer. Une bagarre entre passagers à propos du port du masque. Ici, un employé refuse l'embarquement. Votre comportement est inapproprié, vous ne montrez pas à bord. La passagère contestait les consignes sanitaires. D'autres, une fois à bord, attaquent les hôtesses de l'air. Un passager intervient. Mais comment osez-vous ? L'hôtesse de l'air est en sang. Record d'incidents cette année, près de 4000 en 8 mois, 4 fois plus qu'habituellement, et des arrestations comme celle de cette passagère à bord d'un vol pour Washington. Le masque, c'est de la tyrannie, et si on ne se rebelle pas, ce sera pire. Elle sera la première sortie à l'atterrissage, sous les applaudissements pour la police. $1 million d'amende infligée à des passagers cette année, là aussi un record. Dans cet avion, c'est un homme sous, masque sur le menton, agressif avec les hôtesses, qui sera finalement maîtrisé par un steward et littéralement scotché à son siège. Il risque l'équivalent de 45 000 € de contravention. Les compagnies aériennes lancent un appel au civisme dans un pays qui habituellement n'en manque pas. Sur l'affiche, une grand-mère fait la leçon aux fauteurs de troupe. Elle leur dit « Tu peux mieux faire, je ne t'ai pas élevé comme ça ». Et voilà, le mal persiste, alors respectons les mesures barrières. Du côté du centre hospitalier universitaire de Kara, c'est une unité de soins intensifs cardiologiques qui vient d'être inaugurée. Une bonne nouvelle donc pour les patients. Le CHU Kara se donne ainsi peu à peu les moyens de pouvoir prendre en charge des cas délicats. Nestor Mzou. Le centre hospitalier universitaire CHU Kara améliore son plateau technique. Il vient de mettre en place l'unité de soins intensifs cardiologiques. L'USIC est une structure de réanimation cardiovasculaire dont la principale mission est de préserver le pronostic vital des patients. Elle est donc la pièce maîtresse d'un service de cardiologie. Il y a beaucoup de dispositifs à l'intérieur. Ce que vous voyez comme un écran,
c'est indispensable pour la surveillance des patients. C'est un moniteur multiparamètres. Ça permet de surveiller la tension, au même moment la saturation, la fréquence cardiaque, la température, le rythme cardiaque. Et ailleurs, vous avez vu des seringues, on appelle ça seringue électrique. Ça permet de faire des administrations des médicaments d'urgence à des doses précises et de libérer les soignants. Il y a le défibrillateur, vous voyez ça souvent dans les films, on met sur le patient qui a un arrêt cardiaque, mais qui a présenté un trouble de rythme, et puis on lui délivre des chocs. Et il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est une nouvelle page du CHU Kara qui s'ouvre avec l'unité de soins périphériques cardiologiques. Cette unité va permettre à l'établissement de répondre à un besoin non encore satisfait dans la région et au-delà. Le directeur de l'établissement se dit satisfait. Sentiment de joie, de satisfaction. Cette unité de soins intensifs cardiologiques est une initiative du professeur Pio. Il a une expérience en la matière parce qu'il a mis en place une unité similaire au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Nous avons identifié les locaux qui avaient besoin de réhabilitation. Nous avons trouvé éco-favorable auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et pour les équipements, les forces armées togolaises nous ont promis de nous aider. C'est les deux partenaires, plus notre volonté, notre détermination, qui a permis que l'unité voit le jour aujourd'hui. Au nom du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le directeur régional de la santé de la Kara, le docteur Sebabé Agoro, a félicité les partenaires de ce projet. Il a souhaité plein succès et longue vie à cette unité de soins intensifs cardiologiques. Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde et près de 80% des décès ont malheureusement lieu dans les pays en voie de développement. En Haïti, les sinistrés appellent à l'aide d'urgence après le séisme qui a fait plus de 2000 morts et 13 000 blessés. Face au drame, l'ONU veut assurer de son soutien en affirmant que des leçons ont été tirées de la gestion calamiteuse de 2010. Un camion d'aide humanitaire pris d'assaut par des Haïtiens affamés. La scène s'est passée ce vendredi au Cayes, grande ville du sud-ouest de Haïti, une ville largement détruite par le séisme il y a une semaine. Le bilan provisoire de ce tremblement de terre s'élève à 2200 morts. L'urgence, c'est désormais de fournir une aide aux milliers de sinistrés. Non seulement ces habitants n'ont plus de logement détruits par le séisme, mais en plus, ils manquent d'eau et de nourriture. Une situation qui pousse certains à piller. Tous les habitants des Cayes vivent dans la faim, lance cet homme. Et plus rien ne fonctionne en ville. On n'a plus de quoi manger. Il y a un camion d'aide qui est venu, mais la police l'a placé dans l'enceinte du commissariat. Mais l'aide n'a pas été distribuée. Cette crise humanitaire survient alors que le pays est en pleine tourmente politique. Il y a un mois, le président haïtien était assassiné. Le mandat des députés est terminé depuis 3 ans sans que de nouvelles élections aient lieu. Le pouvoir est aujourd'hui en partie entre les mains du Premier ministre. Nous avons appris des leçons de la gestion de la crise humanitaire de 2010. C'est pourquoi mon gouvernement a décidé la coordination des réponses aux urgences d'aujourd'hui à une institution unique, la Direction de la protection civile. L'ONU s'inquiète de la situation en Haïti. Ce vendredi, la vice-secrétaire générale des Nations Unies est venue en personne dans la ville des Cayes. Elle a promis que les agences onusiennes allaient aider la population à se relever. En République démocratique du Congo, les musiciens handicapés réclament le fruit de leur succès. Quoi de plus normal? Un travail bien fait mérite une récompense. Au début des années 2010, ces musiciens congolais handicapés, aujourd'hui SDF et circulant en fauteuil roulant, avaient chamboulé la rumba, enflammé les salles européennes et épaté le festival de Cannes. 10 ans après la gloire, les staffs Benda Bilili rêvent de revenir sur le devant de la scène et réclament tous les fruits de leur succès d'antan. Malgré les séparations qu'on a eues, mais maintenant on est ensemble avec Staff Benda Bilili. Alors nous avons encore un album qu'on a préparé. Donc bientôt nous serons en Europe, si Dieu le veut. Après les achats de maisons, de vêtements et de voitures,
L'argent détourné des disques a disparu, la vie est redevenue difficile. Il y a 10 ans, le film qui les a rendus célèbres, Benda Bilili, était présenté dans la catégorie documentaire au Festival de Cannes. Jusqu'alors, ils affirment n'avoir toujours rien perçu des diffusions et entrées en salle. Mais premièrement, c'est les droits de film, parce que ça fait 2003 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore touché notre droit de film. Donc c'est pour ça que nous réclamons notre droit. Parce qu'aujourd'hui, ils sont encore dans la rue. Ils sont en train de faire la mendicité. Chaque jour, ils sont en ville là-bas, aller chercher l'argent à gauche, à droite. On doit dire la vérité. Mais quand on voit ça, qu'est-ce que ça peut me faire? Par exemple, moi, je vis avec les amis. Voilà, vos musiciens sont en ville là-bas, en train de faire la mendicité. Alors qu'ils ont des droits qui peuvent changer leur vie. Le Français Renaud Barret, l'un des réalisateurs et producteurs du documentaire, affirme avoir reçu son dû d'environ 25 000 € seulement après avoir bataillé près de 10 ans avec les distributeurs. Évidemment, dès que les choses sont clarifiées, le pourcentage stipulé dans le papier sera respecté. Puis il faut comprendre qu'on l'a financé tout seul, ce film aussi. Donc même quand on nous parle de bénéfices, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a mis nous sur la table. Mais rien. Donc, on sait, enfin, je veux dire, je vais pas pleurer, mais je veux dire, on ne s'est pas remboursé de nos frais. Le contrat prévoyait que l'orchestre recevrait 10% des recettes. Les staffs Benda Bilili souhaitent obtenir satisfaction, au risque de se brouiller avec ceux qui les ont rendus célèbres autrefois. C'est les vacances, un moment de répit pour les élèves. Cependant, il faut mettre à profit ces vacances pour relever un tant soit peu son niveau de culture générale à travers, par exemple, la lecture. Et parlant de la lecture, nous sommes justement sur ce plateau avec Monsieur Junior Danclou. Il est un spécialiste des bibliothèques physiques et virtuelles. Bonsoir, Monsieur Danclou. Bonsoir, Madame. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs centres de lecture à travers le pays, des bibliothèques physiques comme virtuelles, mais bon nombre ne savent pas encore s'y prendre. Comment donc s'y prendre pour faire des recherches leur permettant d'approfondir leurs connaissances? En effet, les bibliothèques, c'est le lieu privilégié de recherche, d'information, de culture. Donc, les bibliothèques jouent ces rôles-là depuis l'Antiquité. Et de plus en plus, ces fonctions se sont améliorées avec le temps. Et donc, aujourd'hui, pour faire une recherche en bibliothèque, d'abord, il faut identifier les besoins en information. De quoi avons-nous besoin pour nous informer, pour nous cultiver, pour améliorer notre niveau dans une discipline donnée? Donc, il faut d'abord identifier ça. Ensuite, donc, il faut chercher à quel niveau on peut aller trouver l'information correspondant à ce besoin-là. Puisqu'il y a plusieurs types de bibliothèques. Il y a des bibliothèques spécialisées qui sont devenues des centres dénommés centres de documentation. Il y a des bibliothèques universitaires, bibliothèques scolaires. Donc, quand vous avez d'abord identifié ensuite ce centre où vous pouvez faire la recherche, donc vous vous rendrez et vous vous adressez donc au gestionnaire qui va donc prendre en compte votre besoin en compte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous interroger de quoi vous avez besoin et vous allez lui donner les thématiques. Donc, il va rechercher ces informations pour vous. Si c'est des livres physiques, il mettra ces livres à votre disposition. Si c'est des livres électroniques, il les mettra également à votre disposition. Donc, d'abord, il faut identifier le besoin et donc savoir où chercher ces informations-là. Alors, comment choisir un bon livre pour les vacances? En effet, pour les vacances, on ne va pas choisir un livre parce qu'il faut un livre pour lire. Il faut savoir pourquoi je vais lire pendant les vacances. Peut-être j'ai des lacunes dans une discipline donnée, donc je vais combler ces lacunes-là. Donc c'est dans ce sens que je vais chercher le livre qui va me permettre, durant les vacances, de m'améliorer, de me mettre à jour avant la reprise. En France, par exemple, avec la pandémie, on a remarqué que le niveau des enfants diminue. Donc, avant de partir en vacances, on a fait ce qu'on appelle un étudiant, un élève, un livre. Et les livres qu'on a choisis, ce sont les livres d'histoire, les livres de contes, les fables de La Fontaine, par exemple, qu'on a demandé aux enfants de lire pendant les vacances. Ceci va leur permettre donc d'améliorer leur niveau de langue d'abord. Donc si vous avez une lacune en mathématiques, en physique, en sciences nat, dans n'importe quelle discipline, donc c'est en fonction de ça
que vous allez choisir votre livre. Mais si vous n'êtes pas un élève, un étudiant, un particulier, donc vous pouvez choisir de lire un livre pour votre culture. Donc ça aussi, donc vous choisissez et donc pourquoi vous allez lire. Donc en fonction de ça, vous choisissez un livre qui est adapté à ce besoin-là. Et avec la pandémie de Covid-19, comment s'organise la lecture au niveau des bibliothèques et autres centres de lecture? Okay. Avec la pandémie, la situation a été revue. Des dispositions ont été prises de manière que les usagers qui fréquentent les bibliothèques n'y vont pas parce qu'il faut aller à la bibliothèque. D'abord, vous vous adressez au bibliothécaire. Est-ce qu'il y a, pour faire la réservation, vous faites la réservation, vous dites quand est-ce que vous pouvez passer, à quelle heure. Si la place est disponible, le bibliothécaire vous informe. Et donc, vous prenez le rendez-vous. Avant même d'arriver aussi, vous dites dans quelle thématique vous voulez faire la recherche. Le bibliothécaire fait la recherche et donc vous réserve la place et dépose les livres. Quand vous venez, vous allez donc directement à l'endroit où on a déposé les livres, vous asseyez, vous faites votre consultation. Dans d'autres cas, vous contactez le bibliothécaire par téléphone, par mail ou par WhatsApp. Vous lui faites part de vos besoins d'informations. Et donc, si les informations, les documents sont disponibles en version électronique, il vous les envoie et vous n'avez pas besoin de venir à la bibliothèque. Au cas contraire, donc, vous faites la réservation et vous venez pour lire. Est-ce que la bibliothèque physique a toujours son importance face aux nouvelles technologies de l'information? Les bibliothèques ont toujours cette importance-là parce que c'est des lieux privilégiés de recherche d'information. Seulement, les nouvelles technologies et de l'information et de la communication sont venues démocratiser l'accès à l'information et faciliter donc l'accès à ces informations. Aujourd'hui, il y a une multitude de bibliothèques virtuelles sur Internet. Et même la documentation, les livres sont disponibles sur Internet. On n'a pas nécessairement besoin d'aller physiquement dans une bibliothèque. On peut, depuis son domicile, à partir des outils que nous avons, les tablettes, les smartphones, les téléphones Android, on peut donc consulter facilement ces documents-là. Donc, la bibliothèque ne perd pas sa place, mais l'accès aux informations est amélioré avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Monsieur Danclou, quel conseil pour les élèves en matière de lecture en général? Ok. Moi, si je vais conseiller aux élèves de lire, je vais leur dire de choisir les domaines où ils se sentent diminués ou bien les domaines qu'ils veulent améliorer dans le cursus scolaire. Donc, c'est par rapport à ça, ils vont donc choisir un livre. Et moi, je vais dire également que aujourd'hui, l'information est disponible à partir de l'Internet et de manière plus facile. Donc, ils ont des tablettes, des smartphones, des Android. Ils peuvent facilement donc chercher de l'information. Et il y a beaucoup de portails qui sont disponibles dans toutes les disciplines pour pouvoir chercher de l'information. Il y a par exemple Mon Carnet de Culture, il y a Matova, il y a beaucoup de portails, même Google. Il suffit d'aller sur Google, de taper le livre, la thématique. Il y a le thème que nous cherchons et livre. Nous allons trouver donc une multitude de documents qui va nous permettre d'améliorer leur niveau d'éducation. Merci, Monsieur Danclou, pour cet éclairage. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes conservateur des archives et des bibliothèques. Une fois encore, merci. Merci, Madame, pour l'occasion qu'on m'avait donnée pour expliquer un peu comment chercher de l'information à la bibliothèque. Je vous en prie. Merci beaucoup. La lecture joue un rôle très important dans le développement de l'enfant car elle permet d'éveiller ses sens, de développer son imagination et stimuler son cerveau. Et voilà qui est dit. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par moi-même. Et à tout à l'heure, à 22h30.